Entre fougères, souches moussues et traces de bêtes, la première vous donne rendez-vous au festival Salamandre qui se tiendra au Théâtre de Beausobre à Morges les 23 et 24 octobre. Projection, expo, contes et animation nature le samedi dès 14 h et le dimanche toute la journée. La première vous donne également rendez-vous dans la forêt comme vous ne l'avez jamais vu et entendu, dans Atlas le 16 octobre à 8h30 et dans Mordicus les 21 et 22 octobre à 9h30. Les hommes et les femmes, mode d'emploi, Roselyne Fayard. Docteur en sciences, Maïté Sauvé a travaillé pendant des années comme ingénieure de recherche, enseignante en école d'ingénieurs, puis elle a orienté sa recherche vers le domaine des neurosciences. Passionnée par tout ce qui a trait à la compréhension des processus d'apprentissage et des comportements humains, elle a publié un premier livre, car je crois qu'il y en aura d'autres, sur le thème de l'insatisfaction masculine, un livre sorti aux éditions Jouvence, un livre qui éclaire le désir des hommes à se sentir respectés dans leur identité masculine véritable et profonde. Voilà, je suis ravie de recevoir Maïté Sauvé, la technique Philippe Messerly. Les musiques sont de Karine Vuillamot. Bonjour à tous. Bonjour Maïté Sauvé. Bonjour Roselyne. Alors, vous êtes penchée sur la condition masculine, mais à un niveau de ce que vivent les hommes. Est-ce que les hommes sont heureux? Est-ce que les hommes expriment tout ce qu'ils sont? Est-ce que les hommes d'aujourd'hui sont satisfaits, notamment dans leur vie sexuelle? Et c'est pas une question qu'on se pose souvent et que l'on pose au niveau des médias. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous poser cette question en tant que femme aussi? Oui, tout à fait. J'ai passé toute ma carrière dans les milieux scientifiques et j'ai parlé essentiellement avec des hommes, évidemment, et ils venaient me raconter leur vie car il leur était difficile de parler entre eux, car les hommes n'aiment pas se confier en général. C'est étonnant d'ailleurs qu'ils se soient confiés à une collègue, quelqu'un qui travaille avec eux. Oui, peut-être que c'est ma nature aussi, c'est-à-dire que j'aime facilement parler, mais également ils avaient un besoin qui ressortait. Et comme il n'y avait pas beaucoup de femmes, ils sont venus naturellement vers moi et j'ai été à leur écoute en fait. C'est ce qui a fait, je pense, qui a provoqué ce désir d'expression, parce que je m'intéressais à ce qu'ils ressentaient en profondeur. J'avais envie de les comprendre et aussi de gérer des situations quelquefois qui n'étaient pas faciles à gérer dans le travail, parce que quelquefois certains hommes réagissaient avec une certaine agressivité ou ils ne se sentaient pas bien dans leur relation avec leurs collègues et les discussions venaient naturellement en fait. Et de là, on arrivait sur des plans personnels de temps à autre, parce que certaines données personnelles interviennent dans le travail en fait. Maïté Sauvé, est-ce que vous avez été étonnée de ce que vous avez entendu de ces confidences, de quoi parlaient ces hommes, et puisqu'on va parler cet après-midi de l'insatisfaction des Très femmes. étonnée, oui, effectivement, parce que justement, j'entendais parler d'insatisfaction, que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan personnel, à un niveau qui m'étonnait beaucoup parce que je n'imaginais pas ça. Au départ, quand je suis rentrée dans ce monde masculin, j'étais jeune, je croyais que les hommes étaient heureux dans un monde où ils paraissaient privilégiés. Et finalement, c'est pas du tout le cas, parce qu'ils se sentent dans une situation où il est difficile pour eux d'assurer tout le temps, parce qu'on leur demande d'être des hommes et on leur demande d'être valables dans tous les domaines sans avoir acquis d'expérience, et en particulier sur le plan des relations intimes, c'est un domaine très délicat. Donc, nous avons des images du genre, les femmes ont ces images-là, les hommes ont construit un monde un petit peu à leur image, à leur représentation, donc normalement il leur va comme un gant, c'est ça? Et pour ce monde-là qu'ils ont construit, enfin, je parle du monde extérieur, du monde des affaires, du monde de la représentation sociale, ce monde ne leur convient pas tant que ça. En fait, c'est eux qui l'ont construit eux-mêmes, mais finalement, ils se laissent dépasser par leur propre désir, c'est-à-dire qu'ils voudraient être très valables, et quand on met la barre très haute, elle est difficile à franchir, en réalité. Et entre autres, dans le domaine intime, ils doivent être toujours des surhommes. Et la réalité n'est pas là. Donc le jeune homme, par exemple, dans ses premières expériences amoureuses,
en fait, il ne peut pas avoir l'assurance qu'il souhaiterait avoir. Il se heurte souvent à des difficultés physiques et émotionnelles auxquelles il ne s'attend pas. Et toute la vie de l'homme est ponctuée par ces difficultés parce qu'il n'a pas reçu d'apprentissage véritable. Alors là, vous parlez d'une façon plus spécifique de la vie sexuelle, mais au fond, les règles du jeu que les hommes se sont données, bien sûr, c'est bien plus large que la vie sexuelle. Largement, oui. Alors, quelles sont les clés pour comprendre ce que sont les représentations fortes que les hommes se sont données? Enfin, du moins, je rappelle quand même que nous ne parlons pas, simplement de notre ressenti de femme. Vous avez mené toute une enquête qui apparaît dans ce livre, de l'insatisfaction masculine. Alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit des clés qui régissent leur monde? En fait, c'est sans cesse cette vision de l'homme qui est surdimensionnée qui leur crée un problème, quel que soit le domaine concerné. C'est-à-dire? Que ce soit le travail, parce qu'en fait, ils doivent toujours assurer dans le travail et être les meilleurs. Et il y a tellement d'hommes, tellement de positions sociales à obtenir et tellement de rapports de force qui sont difficiles pour eux, parce que le monde masculin n'est pas un monde facile en fait. Et autrement, sur le plan personnel, ce n'est pas facile non plus. Donc dans tous les domaines, ce sont des problèmes parce qu'on peut aller plus loin que des choses classiques, c'est-à-dire la guerre est menée par des hommes et ils en souffrent considérablement. Ils sont les premiers tués. Voilà, c'est ça. Donc, encore que les civils maintenant sont de plus en plus concernés. Oui, mais on ne peut pas dire que les hommes sont privilégiés dans un monde où justement ils vont avoir à se battre. Donc, je pense que cette notion de privilège et de position de l'homme a quelque chose d'artificiel, au sens où il croit être dans une position supérieure alors que bien souvent il en pâtit de manière importante. Et quelle est l'autre clé en fait dont vous parlez beaucoup notamment au début de ce livre, c'est le refus de la sensibilité des ressentis émotionnels. Oui, tout à fait. Ça, je crois que c'est le point central. Il m'est apparu qu'il y avait une sensibilité masculine spécifique et très forte. On parle toujours de la sensibilité au sens féminin. Oui. On n'y accorde pas de valeur de masculinité, ce qui paraît à côté de la réalité finalement. Parce que quand je parle de ça avec les hommes, ils disent mais si, on a une sensibilité, il y a des artistes hommes, etc. Bien sûr. Ça encore c'est reconnu. Mais après la sensibilité de l'homme qui doit gérer toutes les situations de la vie, il est bien obligé de s'en servir. D'autant qu'on a trouvé des résultats scientifiques qui montrent que les émotions construisent la raison. Et c'est un résultat très intéressant au niveau biologique parce que pendant des années, on a considéré que c'était la raison qui prédominait. Oui. Alors qu'en fait, sans émotion, on ne peut pas être rationnel, on ne peut pas être logique. Quel est le rôle des émotions? Je crois que c'est important de le rappeler. Alors, je peux donner un exemple et décrire un petit peu ce qui a été fait comme expérience. Il faut rappeler qu'une émotion, c'est un ressenti face à une situation. Voilà, du plaisir ou du déplaisir, de la joie ou de la peine, etc. Oui, alors, on va prendre l'exemple d'un homme qui avait un problème, au niveau cérébral. Il avait une ablation qui avait été faite suite à une tumeur. Et on lui a fait l'ablation d'une zone émotionnelle. Il était très bon père de famille, c'était un homme d'affaires averti, il était directeur d'entreprise, donc il avait tout bon en fait. Et un super homme. Voilà. Et quand il a eu cette ablation, on lui a fait des tests psychologiques, tests du QI, etc. Et tous ces tests étaient bons. Par contre, quand il est reparti travailler, il était incapable de se gérer. Et il n'était pas capable non plus de se gérer dans sa vie personnelle, au point d'avoir à être mis sous tutelle. Et ce qu'on a découvert, comme dans beaucoup d'autres cas du même genre, c'est que sans la zone émotionnelle, il ne pouvait pas estimer l'importance des situations. Il allait rester des heures à faire du classement et il oubliait d'aller à une réunion importante. Ensuite, il restait dans le classement à regarder un dossier qui n'avait pas d'importance. Les placements financiers qu'il faisait étaient catastrophiques. Alors, c'est très drôle parce que un placement financier, on croit que c'est quelque chose de complètement rationnel. Ouais. Et finalement, c'est grâce aux émotions qu'on arrive à évaluer l'importance de certains choix dans le domaine même de l'argent. Donc au fond, les émotions, c'est ce qui nous permet de percevoir ce qui est important et ce qui ne l'est pas. C'est au fond elles qui donnent le sens. Ça donne une échelle de valeur.
C'est-à-dire qu'en fait, quand vous travaillez, même quand vous êtes enfant, vous enregistrez toutes les informations, tout ce que vous avez fait comme calcul mathématique ou autre, avec une échelle émotionnelle. Et c'est en fonction de cette échelle que vous allez accorder de l'intérêt à un domaine ou à un autre, au résultat que vous avez trouvé, que vous allez progresser. Oui. Donc c'est très difficile de le percevoir, mais apparemment il n'y a aucune réflexion intellectuelle qui n'est pas guidée, soutenue et appréciée par les émotions. Alors là, vous êtes en train de casser des siècles d'idées reçues, puisqu'on dit les hommes sont rationnels, les femmes ne le sont pas, sous-entendu parce qu'elles sont trop émotionnelles. Oui, alors en fait c'est très artificiel. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La réalité est quoi au fond? La réalité est que de toute façon toutes les personnes ont des émotions, Oui. ça fait partie ça c'est la bonne nouvelle. Oui. Là, ce que je décrivais comme zone émotionnelle, c'est une zone qui est dans le cortex cérébral parce qu'il y en a plusieurs. Donc tout le monde a cette zone-là et tout le monde en a besoin. Mais, oui. Mais il se trouve que on avait du mal à prendre du recul sur notre propre fonctionnement. C'est difficile de comprendre le cerveau. Donc on avait des intuitions, c'est-à-dire qu'on se disait quand même que les gens qui avaient du feeling, c'est ceux qui généralement géraient le mieux certaines situations. Oui. Mais qu'est-ce que le feeling ? Maintenant, on peut beaucoup plus facilement l'expliquer de manière rationnelle. Alors le feeling, c'est quoi? C'est justement cette mesure des situations, qui est une intelligence et qui n'est pas quelque chose qui vient du ciel, parce que souvent le feeling, on avait l'impression que c'était pas palpable. Mais en fait, c'est une zone très précise du cerveau qui va permettre de prendre le contrôle de beaucoup d'émotions. Justement, la grosse difficulté, c'est qu'on a mélangé diverses zones émotionnelles. C'est-à-dire que vous avez des émotions qui sont des émotions de réflexe. Vous avez des peurs, vous avez des désirs, etc. Et ce sont souvent des émotions très fortes. Et ce qu'on appelle émotion, généralement, c'est celle-là. Oui. Alors c'est un ressenti fort, voilà, de plaisir ou de déplaisir. Et alors, on a voulu, surtout chez les hommes, les contrôler parce que certaines émotions trop fortes créent des problèmes, en fait. Mais comme quoi? Comme se mettre en colère ensuite, dans un second temps, des choses comme ça? Et puis, même le sentiment amoureux chez certains hommes, ils ont l'impression que ça leur fait perdre les pédales. C'est vrai, d'ailleurs. C'est pour ça que c'est bon. Oh, ça, c'est deux femmes qui courent. On peut le voir comme ça. Mais bon, certaines fois, on peut avoir envie de contrôler, par exemple, la violence, on peut aussi avoir envie de la contrôler. Bien sûr. Oui. Et beaucoup de choses peuvent être souhaitables dans le sens du contrôle. Oui. Seulement, le contrôle ne se fait pas sans une zone émotionnelle, celle qu'on vient de découvrir apparemment. C'est une zone relativement fine qui permet le contrôle des zones qui sont plus intérieures, plus reptiliennes. Plus instinctives. Plus instinctives. Qui vont dans le sens de maintenir la vie, l'instinct. Voilà, exactement. Alors, elles servent, mais ce qui est trompeur, c'est que ces zones-là sont, je dirais, un peu imprécises. C'est-à-dire qu'elles vont se déclencher très facilement. Un jour, par exemple, vous avez intégré une situation qui vous a fait peur. Oui. Et après, vous allez voir une situation à peu près similaire. Et puis, vous allez croire que c'est la même. Et vous allez avoir une peur irraisonnée. Donc, c'est un peu rustique, là, comme on Voilà. Et alors, c'est pour ça qu'après, on veut se détacher de ces émotions. Parce qu'on va mal réagir sur certaines situations. Mais ça, c'est assez intéressant, parce que prenons un exemple concret. Si on a été mordu enfant par un gros chien, on peut très bien faire une généralisation qui est « j'ai peur de tous les gros chiens ». Voilà. Et se distancer, ça veut dire qu'à un moment, on est capable d'utiliser sa raison qui dit « mais au fond, j'ai déjà connu des gros chiens qui ne mordaient pas ». Eh bien, en fait, ça va pas être la raison, enfin, ça peut être la raison, bien sûr, mais cette zone émotionnelle qui est fine et qui se situe ailleurs et dans le cortex cérébral, vraisemblablement permet justement de contrôler de manière fine ces impulsions. Est-ce que ça veut dire que cette zone que vous appeliez feeling tout à l'heure, c'est quelque chose que l'on peut apprendre, on peut apprendre à s'en servir avec plus d'intelligence, qu'on appelle aussi l'intelligence relationnelle? Oui, ça c'est évident. Et c'est bien le problème, je trouve, qui arrive aux hommes, c'est qu'on les a entraînés pendant des générations à se couper de leurs émotions. Oui. Mais en fait, on les a surtout entraînés à se couper de cette zone fine. Parce que les réflexes, de toute façon, on ne peut pas véritablement s'en couper, enfin difficilement. Oui. On peut apprendre à les gérer. Mais ce n'est pas en coupant, je dirais, la partie consciente des émotions, cette partie relativement fine qui va permettre de gérer ce qui est plus inconscient,
qu'on va s'en sortir. Ouais. Donc, en faisant cette espèce d'entraînement pour les hommes, en leur disant qu'ils devaient se couper de leur sensibilité, on les a vulnérabilisés au sens où, justement, ils peuvent être plus facilement pris par des instincts Oui. à partir du moment où il y a tout l'aspect fin des émotions qu'on ne leur accorde pas. Donc on fait un désapprentissage, parce qu'il faut faire un apprentissage, mais dans le cas des hommes, on fait plutôt un désapprentissage de ces zones. C'est pour ça que c'est très difficile à rattraper dans la réalité, que souvent les hommes ont du mal à se positionner dans les rapports humains, et ils ont eu une vie aussi où ils ont été coupés des sensations physiques. Parce que vous avez beaucoup d'hommes, par exemple, qui n'ont pas eu de contact physique parce qu'on estimait que c'était pas viril. Donc ils ont été Là, on vus parle comme pas ça. des jeunes hommes, on est d'accord. On parle des hommes qui sont de la génération plus ancienne. Ceci dit, ça peut arriver quand même chez les jeunes hommes, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, toutes les personnes n'ont pas le contact physique nécessaire ou l'amour nécessaire pour développer justement cette zone émotionnelle, parce qu'elle se développe dans un rapport à autrui. Et donc, certaines personnes dans des situations familiales difficiles n'auront pas cet aspect. Et après, ça va leur manquer toute la vie. Alors, on parle cet après-midi de l'insatisfaction masculine. Est-ce que les hommes parlent de ce besoin de se reconnecter à leurs émotions? De plus en plus, oui. Quand ils vont au fond des choses, ils sont très contents d'ouvrir la porte à cet aspect d'eux-mêmes qu'on ne leur accorde pas. On revient sur tout cela. Je rappelle que je reçois Maïté Sauvé. Elle a publié aux éditions Jouvence de l'insatisfaction masculine. Les hommes sont-ils heureux? Qui me rassurera devant mon miroir, m'aimera les jours de cafard, qui savoura mes petits plats. Y'a que toi que ça plaît. Si je devais partir pour de vrai, il y aura toujours quelque chose de toi qui restera. Au moins, tu seras toujours dans mes rêves, mes rides, mes goûts, mes choix. Il y aura toujours un matin câlin que je traînerai partout. Il y aura toujours quelque chose de toi, de nous, qui me pardonnera si je crache de vieille MG, qui me consolera quand je pleure au ciné, à qui confierai-je mes regrets, mes vrais sentiments. Ma vie je la voyais autrement. Il y aura toujours quelque chose de toi qui restera. Au moins tu seras toujours dans mes rêves, mes rides, mes goûts, mes choix. Il y aura toujours un matin câlin que je traînerai partout. Il y aura toujours quelque chose de toi, de nous. Tant que je m'attends. Un quart de siècle à peu près. Ah ouais, je veux dire. Je sais ce que tu veux dire. Il y aura toujours quelque chose de toi qui restera. Au moins, tu seras toujours dans mes rêves, mes rides, mes goûts, mes choix. Il y aura toujours un matin câlin que je traînerai partout. Il y aura toujours quelque chose de toi. Il y aura toujours quelque part un vide qui se remplit pas. Au moins, je passerai mon temps à me dire, tu vois, ça aurait dû être toi. Il y aura toujours une nuit infinie qui me suivra partout. Il y aura toujours quelque chose de toi, de nous. Il y aura toujours quelque chose de toi, de nous. Maïté Sauvé, vous vous êtes posé la question de les hommes sont-ils heureux?
Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, d'ailleurs, dans cette réponse-là? Parce qu'une femme qui pose cette question-là aux hommes, ça veut dire qu'elle a un intérêt profond pour les hommes. Dans votre histoire de vie, à votre avis, c'est raccroché à quoi? Ce qui me frappe, c'est que les hommes, justement, en ayant des comportements souvent excessifs ou pas appropriés à certaines situations, ne montrent pas un bien-être. Oui. Il ne s'agit pas particulièrement de mon cas personnel, mais je dirais des situations assez générales, parce que souvent les femmes s'en plaignent. Oui. C'est-à-dire, comme beaucoup de femmes, moi j'ai commencé dans des milieux essentiellement masculins et les femmes étaient rejetées. Mais pourquoi rejeter les femmes? Il y avait une raison. Donc c'est que les hommes ne se sentent pas à l'aise avec eux-mêmes s'ils rejettent les femmes. Autrement, ils ne le feraient pas. Et d'ailleurs, les hommes qui se sentent bien en eux-mêmes ne les rejettent pas. Moi, j'ai pas été rejetée par tout le monde quand je suis allée dans les milieux scientifiques, mais par certains hommes qui ne se sentaient pas bien en eux-mêmes. Et ça m'a interpellée parce qu'au lieu de prendre ça au premier degré, j'ai eu envie de comprendre ce qui se passait au fond et il me fallait aussi gérer ces situations. Et donc, moi, la souffrance m'apparaît en premier lieu dans un rapport avec un individu. C'est la première chose que je vois, c'est-à-dire que si quelqu'un est agressif, ce qui m'apparaît, ce n'est pas son agressivité, c'est ce qu'il y a derrière. Bon, cela dit, quand on est aux prises avec la violence physique, on sait qu'il y a quand même beaucoup de violence dans les rapports hommes-femmes, même dans nos sociétés dites civilisées, puisque vous donnez des chiffres dans ce livre, vous avez repris des chiffres, 95% des personnes arrêtées par la police pour ivresse, par exemple, sont des hommes. Oui. Et puis, à partir de 25 ans, il y a 4 fois plus d'hommes que de femmes qui se suicident. Tout à fait. Dans ceux qui se suicident, il y a 4 fois plus d'hommes. Et 90% des actes de violence qui sont jugés, qui passent devant le tribunal, sont des actes qui sont perpétrés par des hommes. Donc ça dit quand même quelque chose du mal-être. Oui. Les femmes ont un autre mal-être, il n'y a pas de doute. Mais par rapport à la violence, que dit donc cette violence ? Il y a certainement un manque affectif, je pense, important chez les hommes dans leur enfance déjà. Pour arriver à la violence et s'exprimer de cette manière, maintenant il y a quand même de plus en plus d'émissions qui traitent de ce problème. Et on voit que les enfants, même dans leur petite enfance, dans certaines expériences, quand on les met ensemble, les enfants violents, il y a des émissions à la télé là-dessus, bon, on voit que c'est venu d'une séparation, d'un manque d'affection, enfin il y a différentes raisons. Mais la violence comme façon de s'exprimer ne vient pas de rien. Et elle vient obligatoirement d'une souffrance. Mais pourquoi est-ce que les femmes sont moins violentes physiquement? Ça ne veut pas dire que les femmes ne sont pas violentes, parce que les femmes, par exemple, manient le verbe. Dans les cas de conflit affectif, elles manient le verbe comme une épée. Franchement, assez souvent. Non, vous n'êtes pas d'accord avec ça, Maïté? Si. Non, mais c'est pas la question. De toute façon, moi, je ne vais pas opposer les deux. Je pense qu'il y a une forme de violence chez hommes et femmes. Oui. Mais chez les hommes, il y a probablement les hormones qui interviennent quand même. Il y a tout un aspect biologique, en fait. Qui en font donc des dominants. Voilà, quand même, parce qu'on voit ça chez les mammifères, enfin, sans être trop réducteur quand même. Les hormones conditionnent un certain nombre de comportements et conditionnent aussi la hiérarchisation d'une société. C'est-à-dire que c'est malgré tout, je pense, une nécessité quand même. Chez les communautés de singes, la testostérone, en fait, préside à la hiérarchisation de la société. Ils se battent entre eux pour savoir qui va être le chef. Donc, on assiste un peu à des choses comme ça dans nos sociétés. C'est un petit peu... Ça se passe autour des tables de conseil d'administration, c'est tout. C'est un petit peu plus policé. Mais vraisemblablement, il y a quand même les hormones qui sont derrière et qui ont certainement une vocation. Ceci dit, le problème de l'être humain, je crois que c'est le fait d'avoir une intelligence qu'il ne contrôle pas suffisamment et qui peut être en un sens hormonodépendante. Parce que, par exemple, les dictateurs n'ont pas une façon de raisonner objective. Cette volonté de pouvoir considérable qui nie d'ailleurs une forme de réalité. Complètement, voilà, c'est ça. Et on observe dans la société humaine une exacerbation de la volonté de domination. Et quand on voit le phénomène de la torture, par exemple, bon, il n'y a que l'être humain qui a inventé ça. Donc, il y a un problème chez l'homme, c'est que ces hormones vont influencer son raisonnement.
Et ça, c'est très grave. Mais c'est intéressant d'en parler, d'aller jusqu'au bout des choses, parce qu'on a peur souvent de regarder les choses telles qu'elles sont. Et tout le monde en souffre, les hommes eux-mêmes en souffrent. Mais est-ce qu'il y a des femmes. études sérieuses qui prouvent, parce que là je m'adresse à la scientifique bien sûr, parce que deux femmes qui parlent de cela à un micro, c'est franchement suspect. Est-ce qu'il y a des études scientifiques qui montrent qu'au fond, ce sont bien les hormones qui font de l'homme cet être instinctif et qui va aller jusqu'à la violence pour défendre son territoire? Il y a des études scientifiques qui montrent l'influence de la testostérone sur les comportements. Et on sait que ça pousse à l'agressivité. Oui. Bon, maintenant, c'est assez difficile de faire des étalonnages précis. Mais c'est quand même un fait incontestable que le mâle a une poussée, je dirais, de domination liée à ses hormones, mais qui sont aussi pour aller vers une femelle, etc. Il y a des réalités nécessaires. Construire aussi. Seulement, les animaux ont une utilisation claire de leurs hormones pour un besoin précis. Limité, voilà, encadré. Voilà. Tandis que l'être humain a un côté un peu déviationniste, même quelquefois très déviationniste. Et c'est ça qui est un problème qui crée des situations complexes dans la société humaine. Alors ces hommes que vous avez interviewés longuement, à qui vous avez donné la parole pendant des heures et des heures et des heures, ce qui vous a permis d'étoffer cette étude sur ce que les hommes sont heureux, qu'est-ce qu'ils vous ont dit qui ressort là de façon forte et qui était pour vous signifiante? Au niveau de l'agressivité, par exemple? Globalement sur leur insatisfaction plutôt. Sur leur insatisfaction, qu'on leur accorde pas le droit d'être eux-mêmes. Comme ils doivent donc toujours assurer, ils disent on n'est pas des mécaniques capables de performance, dans tous les domaines en fait. Et ils ont un besoin, une revendication de fond par rapport à ça. Ils ont le désir d'être eux-mêmes et qu'on reconnaisse leur identité. Parce que finalement, les hommes ne sont pas reconnus comme tels, c'est-à-dire qu'ils ont un rôle à jouer en permanence dans la société. Peut-être beaucoup plus que la femme, enfin sans vouloir mettre en opposition les deux, c'est ce qu'ils traduisent. Et il y en a vraiment qui disent j'en ai marre, je voudrais être moi-même, je ne veux plus être dans des cadres, que ce soit au niveau du travail, au niveau de mes relations avec les femmes. Ils demandent le droit à l'erreur et surtout à être eux-mêmes tels qu'ils se ressentent. Oui. Et alors, que ça les veut femmes dire quoi le comprennent. Concrètement, ça voudrait dire quoi? Le droit d'être plus quoi? Certainement en accord avec leur sensibilité. Quand ils sont dans une relation avec une femme, qu'elles comprennent que leurs désirs ne sont pas infaillibles, c'est-à-dire que sexuellement un homme n'est pas opérationnel tous les jours. Au contraire, sa sensibilité est très forte. Et par exemple, quand il est dans un rapport avec une femme, enfin sa femme, s'il y a des tensions dans un couple, eh bien son désir sexuel souvent baisse considérablement. Ça, c'est une affirmation que les femmes font habituellement pour elles-mêmes. Donc les hommes, dans ces confidences, vous ont dit la même chose? Je dirais qu'ils le disent encore plus que les femmes. C'est-à-dire que le désir masculin est très extérieur, si je peux m'exprimer ainsi, et en fait très sensible. Et c'est ça qui est très difficile à mesurer quand on est une femme. Mais finalement, les hommes sont très au courant. Mais jusqu'à présent, ils n'en parlaient pas trop. Et ils n'osent pas trop en parler. Pourquoi? Qu'est-ce que ça voudrait dire d'en parler? Parce que la société leur a toujours interdit d'en parler parce qu'ils doivent toujours être les meilleurs, assurés. Donc ils n'ont jamais de panne, ils n'ont jamais de problème. En particulier sur le plan sexuel, ça doit toujours être comme ça. Et ils sont fatigués qu'on leur demande cet aspect des choses, enfin d'y répondre tout le temps. Et donc, ils souhaitent pouvoir dire leur fragilité en quelque sorte. Oui. Est-ce que les femmes en face sont prêtes à entendre ça? Est-ce que la société est prête? Certainement pas toutes. C'est déstabilisant, ça. Oui, c'est plus reposant d'attendre que tout vienne de l'homme, en fait. Mais il faut quand même comprendre les choses telles qu'elles sont. Je crois que c'est plus facile. Et en fait, malgré tout, ce sera plus facile de gérer les situations si on peut comprendre que l'homme ne se sent pas toujours au top, quoi. Il a besoin qu'on tienne compte de lui-même. Il y avait le traité des caresses du docteur Leleu qui disait on l'a reçu récemment dans cette émission, qui disait que les hommes ont besoin de caresses. Et c'est vrai, par exemple. Finalement, quand ils sont eux-mêmes, ils l'admettent. Certains n'osent pas l'admettre, mais la plupart maintenant le disent. Ils ont besoin qu'on s'occupe d'eux, en fait. Il y a toujours cette image traditionnelle de l'homme qui va s'occuper de la femme, mais la réalité que la plupart des femmes vivent,
elle découvre au bout d'un moment que c'est l'homme qui a besoin qu'on s'occupe de lui, même à beaucoup de niveaux. Mais pour être plus précis en fait dans ce qu'expriment les hommes, c'est que quand ils commencent à être eux-mêmes avec une femme, par exemple à apprécier une femme en étant naturelle, ils vont beaucoup plus loin, même dans leur capacité physique, ce qui est contradictoire, mais très intéressant, enfin ce qui peut paraître contradictoire. C'est-à-dire que quand ils s'échappent de cette notion de performance et qu'ils vivent une correspondance vraiment profonde avec une femme, qu'ils vivent dans la caresse permanente, etc. Dans l'accueil inconditionnel. Voilà, quand il y a une harmonie confiance sur plein de domaines, eh bien, ils disent qu'ils font l'amour de manière très naturelle, que leurs sensations ne sont plus du tout les mêmes et qu'ils ont des performances qui dépassent largement tout ce qu'ils connaissaient avant parce qu'ils ne s'en inquiètent plus et qu'ils sont simplement bien. Alors, on a coutume de dire l'homme, alors on est d'accord qu'on fait des généralisations extrêmement abusives, mais on reprend les clichés parce que c'est ça qui permet de conduire ce type d'entretien. Les hommes ont une sexualité plus extérieure, c'est-à-dire qu'éventuellement un homme, parfois les hommes se sont vantés de pouvoir faire l'amour sans sentiment. Ça reste à prouver, mais enfin bon, voilà. Et du coup, ça donne un certain nombre de comportements. Puis les femmes, à l'inverse, disaient que ne pouvaient pas vivre ça, qu'elles avaient besoin de profondeur pour entrer dans une relation plus intime. Tout ça, c'est en train de se casser un petit peu la figure, là, toutes ces croyances. Oui, apparemment. Et il semble que les hommes, de plus en plus, comprennent que c'est justement dans un rapport de plaisir intime avec la femme qu'ils vont se sentir bien. C'est-à-dire qu'à une époque, quand on lisait des ouvrages, certains hommes disaient c'est frustrant de préparer une femme, de s'en occuper, c'est fatigant, etc. Et ils voyaient le plaisir de manière individualiste. Mais il faut reconnaître aussi que les hommes et les femmes avaient été très séparés dans leur éducation. Alors que maintenant qu'ils fonctionnent beaucoup plus ensemble, ils commencent à voir ce qu'ils peuvent prendre l'un de l'autre. Enfin, c'est pas prendre, c'est vivre ensemble, oui. Pas dans une et s'offrir l'un à l'autre. Voilà, c'est ça. Pas dans une fusion de perte d'identité, parce que les hommes ont peur de la perte d'identité. Mais on peut très bien avoir une osmose avec un autre être humain, vivre les choses à fond, et justement se trouver complètement dans cette situation. Et les hommes, de plus en plus, semblent évoluer vers ça et semblent le revendiquer. Et cet aspect de la sexualité masculine qui est, je dirais, très pratique, très limité à des considérations sexuelles et puis des expériences en tout genre, bon, ça a peut-être un certain cliché. Oui, mais ça a un certain intérêt éventuellement, mais quand les hommes en parlent, quand ils ont vécu cet aspect des choses et qu'ils le vivent régulièrement, ils se rendent compte, certains en tout cas, qu'ils perdent beaucoup. C'est-à-dire que par moments, ils ont découvert une autre relation, et alors c'était un monde nouveau qui s'offrait à eux. Parce que quand la personne s'intègre dans ses sensations, elle vit quelque chose de complètement différent à tous les niveaux. Oui. On a envie de dire l'homme est une femme sensible comme les autres. Ah non, mais je veux pas parler de femme parce que au niveau de la sensibilité, parce qu'en fait, je trouve que c'est dangereux. Ce qui est très intéressant, c'est de donner à l'homme la possibilité d'exprimer sa sensibilité dans le sens masculin. Mais bien sûr. Parce que le grand piège, c'est de toujours lui dire que c'est féminin, donc il n'ose pas être lui-même, alors que sa sensibilité est très très forte. Moi, c'est ça qui m'a frappée dès le départ en parlant avec des hommes. Quand il y avait des situations difficiles à gérer, j'ai découvert que c'était parce que la sensibilité des hommes était trop exacerbée à un moment donné, qu'ils ne savaient pas la gérer, et tout d'un coup, ils étaient très abrupts. Ils font descendre la herse. Voilà. Donc c'était une façon de se protéger, d'une manière ou d'une autre, de se montrer très dur en fait. Cet après-midi, je reçois Maïté Sauvé, auteur d'un livre paru chez Jouvence, qui a pour titre De l'insatisfaction masculine. Les hommes sont-ils heureux ? Be kind enough, try to explain. I'll probably get it all wrong. What does it mean when you promise someone, no matter how hard or whatever may come? It means that I won't give in, won't give in, won't give in. 'Cause everyone I love is here,
flicker of light, and we all have to die alone. What does it mean when you belong to someone? When you're born with a name, then you carry it on. It means that I won't give in, won't give in, won't give in. 'Cause everyone I love is here, all at once. Wanna show you how to get here. Come on now, come on now. Can you feel it? I can see it in you. Come on now, come on now. Reveal it. Turn around, won't you? The right time, the right place, right now. Turn around. Chance is made, a chance is lost. I carry myself to the end again. It means that I won't give in, won't give in, won't give in. 'Cause everyone I love is here. Say it once, say it and disappear. Maïté Sauvé, je rappelle que vous venez de publier il y a quelque temps déjà, c'était l'année dernière, hein, Oui. un livre sur l'insatisfaction masculine, un livre sorti chez Jouvence. Alors, il y a des mois qui ont passé, il y a des débats, des discussions, vous êtes allé parler de ce livre un petit peu partout. Oui. Hein, j'avais eu le plaisir de vous recevoir d'ailleurs il y a 1 an et demi. Et là, vous revenez avec une expérience Oui. liée à ce livre. C'est-à-dire que vous êtes une femme, une scientifique, c'est comme ça que vous avez interrogé les hommes, n'empêche que vous êtes une femme. Et comment ont-ils réagi ensuite les hommes qui sont venus vers vous, qui avaient lu ce livre, qu'ont-ils dit? J'étais très étonnée de la réaction face au titre déjà. Le mot insatisfaction déclenche tout de suite une expression. Oui. Et il y a beaucoup d'hommes qui ont envie de parler de leur insatisfaction. Non seulement envie, mais besoin. Mhm. Et ils ont parlé soit de leur insatisfaction, soit de leur satisfaction, parce qu'il y a des hommes aussi qui ont découvert la satisfaction à un moment donné. Donc dans les deux aspects, c'était vraiment passionnant, parce qu'en fait, ils allaient plus loin que moi par rapport au livre. Disons qu'ils faisaient un écho au livre, surtout sur les éléments de fond, c'est-à-dire le rôle traditionnel masculin, le fait qu'ils ne soient pas des mécaniques capables de performance, le fait qu'ils veuillent qu'on tienne compte de leur sensibilité. Donc ils ont énormément réagi sur cet aspect des Positivement, c'est-à-dire choses. Positivement, oui. parce qu'on aurait pu imaginer qu'une femme qui parle des hommes, c'est désagréable. Encore que les hommes font plein de livres sur les femmes, mais bon. Non, mais en fait, quand j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit à partir de ce que les hommes disaient. D'accord. Donc ils s'y retrouvent parce que j'ai pris textuellement leur expression. Et c'est ça que je voulais, parce que c'est rare qu'on exprime certaines choses qui disent, je dirais, à couvert. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'ils n'osent pas exprimer. Oui. Et là, j'ai essayé d'être le porte-parole de ce que certains hommes voulaient dire Oui. et qu'ils n'osaient pas dire. Et à partir de ce moment-là, ça fait une redondance. Et quand les gens voient cette expression sur l'insatisfaction, ils embrayent dessus. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, à part le fait qu'ils en ont marre d'assurer en tant qu'un homme dominant doit toujours être prêt dans tous les domaines, hein, pas d'échec, pas de fragilité, pas de panne, alors, dans aucun domaine. Ils ont réagi aussi sur les chapitres selon leur cas, c'est-à-dire que certaines personnes sont retrouvées dans un chapitre ou un autre. Il y a le chapitre sur l'inexpérience masculine qui a donné beaucoup de réactions parce que
Il traite entre autres de l'éjaculation précoce ou de l'impuissance, c'est-à-dire que les hommes dans leur première relation sont confrontés à ce problème très fréquemment à cause de leurs émotions, mais pas seulement non plus dans leurs premières expériences amoureuses, mais également tout au long de leur vie. C'est-à-dire que le problème de l'éjaculation précoce concerne à peu près 37% d'hommes et globalement presque tous les hommes à un moment donné ou à un autre de leur vie. Et certains ont connu beaucoup de plaisir et ce plaisir a plus ou moins disparu ou du moins s'est atténué à cause de la vie, à cause du stress, oui, de l'usure dans le couple, de leurs émotions, de la fatigue dans le travail, et puis du vieillissement. Et aussi, il y a une question de méconnaissance sexuelle aussi souvent, hein, oui. Parce qu'il y a certains hommes qui ne savent pas non plus juger de ce qu'ils vivent physiquement. Et ça, c'est très 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 fréquent. Il y a une méconnaissance chez les hommes de leur propre fonctionnement physique parce que personne ne leur en parle jamais. Ce qu'ils entendent dire, ce sont des blagues entre hommes. Oui, c'est-à-dire, c'est vrai qu'ils ne lisent pas véritablement les livres qui pourraient les informer sur un plan scientifique. Oui. Et deuxièmement, ils n'en parlent pas entre eux. Tandis que les femmes compensent par exemple le manque de culture dans ce domaine, encore qu'elles lisent beaucoup ces bouquins-là, mais parce qu'elles en parlent, les femmes, elles comparent leur vie. Mais même à l'heure actuelle, je trouve qu'on parle très peu de l'homme sous un certain angle, c'est-à-dire son manque de satisfaction. C'est comme si c'était tabou. Même dans les études, si vous voulez, moi j'ai entendu des émissions où j'ai lu des livres sur l'éjaculation précoce et on disait qu'il fallait que l'homme tienne pour satisfaire la femme. On s'intéressait et on s'inquiétait du plaisir de la femme. Mais on ne s'inquiétait pas du plaisir de l'homme. Oui. Alors que un homme qui a une relation sexuelle qui dure 30 secondes, voire 1 minute, qu'est-ce qu'il peut ressentir dans ce temps-là? Et les hommes qui ont connu plusieurs expériences différentes, ils savent très bien qu'ils ont perdu énormément en plaisir. Il y en a qui n'ont jamais dépassé un stade très limité de plaisir, donc ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Alors là, c'est encore plus grave. Et ils sont quand même dans un nombre non négligeable, en fait. Mais donc, on considère que les hommes, à la base, ont du plaisir. Alors que ce n'est pas vrai. Il y a une majorité d'hommes qui finalement sont très loin de connaître une satisfaction véritable et un vrai plaisir. Donc soulagés qu'on leur donne la parole sur ce thème. Non seulement ça, mais qu'on les libère en leur disant qu'il y a des solutions. Parce que ils ont réalisé qu'ils avaient des manques quand même. Ils n'osaient pas en parler. Premièrement, exprimer le manque de satisfaction dans la relation amoureuse leur fait du bien. Ensuite, leur dire qu'il y a des solutions et qu'elles sont simples les libère d'un poids énorme. Parce qu'ils sont seuls face à ça, ils ne vont pas en parler à d'autres hommes et leurs femmes vont leur reprocher leur manque de désir. Donc, ils ne savent pas comment gérer ça. Ils se sentent coupables, alors ils vont s'enfermer sur eux-mêmes, mais ils n'ont aucun moyen. Alors c'est très drôle parce que si je prends un taxi, si je rencontre des gens dans un restaurant, je parle simplement comme ça du livre, je parle simplement de ce chapitre et tout d'un coup les gens me disent expliquez-moi ce que je peux faire, ça fait des années que je me demande quoi faire, c'est hallucinant. Je n'en reviens pas des témoignages spontanés parce qu'ils auraient besoin qu'on leur donne des solutions et on m'en demande tout le temps. Et c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme piste? Eh bien, en fait, par exemple, par rapport à l'éjaculation précoce, il y a énormément de possibilités d'arranger ce problème. Parce que la première chose, c'est que c'est souvent émotionnel, ou donc lié au stress. Mais déjà, quand les hommes sont au courant que c'est naturel, et que c'est pas anormal, et que simplement dans des bonnes conditions, ils peuvent retrouver un équilibre, ça les soulage énormément, parce que quand ils ont commencé à vivre une sexualité qui est trop limitée, et disons que leur fonctionnement leur échappe, ils ont un stress énorme et ça se reproduit. Ouais, la boucle se reboucle. Exactement, donc c'est la spirale vers le bas. C'est ça. Ceci dit, même quand des hommes ont vécu ça pendant 20 ans, ils ont réussi à changer complètement du jour au lendemain. J'ai vu des situations familiales qui sont très très étonnantes, où à la suite d'une rupture, eh bien, les hommes ont complètement changé de comportement là-dessus parce qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait bien qu'ils aillent ailleurs. Et pour aller ailleurs, il fallait modifier quelque chose en eux-mêmes. Et rien que le choc de certaines situations a provoqué une attitude physique complètement différente.
Qu'est-ce que les hommes disent de la fidélité, de la jalousie, de tous ces émotions et ces sentiments que l'on attribue davantage au fonctionnement féminin? Vous voulez parler de l'attitude de jalousie de la part des femmes? Oui. Par rapport aux hommes. C'est sûr qu'ils s'en plaignent beaucoup. Mais le problème est assez complexe parce que les hommes ont des désirs sexuels souvent qui leur échappent. Et d'ailleurs, à cause de ce problème de sensibilité qu'ils ne peuvent pas gérer parce qu'on leur demande de taire cette sensibilité, il leur arrive d'avoir des désirs sexuels, je dirais, plus ou moins inconscients, auxquels ils vont laisser libre cours certaines fois et puis après ils vont le regretter. Et ça peut créer des conflits d'ailleurs énormes. Mais il y a une chose qui est assez préoccupante dans le rapport de jalousie, c'est que certaines femmes vont avoir une peur importante, une peur identitaire, de se retrouver seules et vont imaginer des situations avant même qu'elles se produisent. Alors ça, c'est vraiment désastreux. Parce que certains hommes ont été poussés vers des comportements de recherche extra-conjugale par des attitudes de jalousie trop importantes. Ça, c'est clair parce que l'homme a besoin de se sentir libre et indépendant. Donc, moi, j'ai remarqué que les femmes qui faisaient confiance à leur mari, les laissaient relativement libres, la situation se gérait en général mieux. Je dis pas systématiquement, hein. Mais dès qu'il y a une pression très forte, de toute façon, les gens essayent d'échapper à la pression. Mais la différence, c'est que si les femmes sont parfois insupportables avec leur jalousie et leur contrôle, au moins elles le disent. Mais les hommes parfois sont tout autant possessifs et dépendants et jaloux et ont du mal à le reconnaître. Et ça provoque aussi beaucoup de violence. Est-ce que les hommes en parlent dans ce livre? Pas tellement en fait. L'aspect de la domination et de la jalousie masculine n'est pas tellement évoqué chez les hommes. C'est encore tabou, hein? Peut-être aussi que ça évolue quand même, hein. Parce que les hommes ont aussi besoin d'indépendance et moi j'assiste à des expressions qui sont des désirs de libération au sens où certains hommes vont aller voir à l'extérieur et ils sont aussi très contents de penser que leur femme peut faire pareil pour se sentir libre eux, alors qu'il y en a d'autres qui ne vont pas l'accepter du tout. Mais c'est très complexe ce qu'on voit à l'heure actuelle. Ceci dit, il y a quand même une chose qui me frappe par rapport à la jeunesse, je pense que c'est assez intéressant d'en parler, c'est que je trouve que les réactions de jalousie sont très exacerbées à l'heure actuelle, au sens où les jeunes démarrent très tôt des relations qui sont mal gérées. Ils commencent à 13, 14 ans, etc. Et ils n'ont pas du tout réfléchi au couple qu'ils voulaient créer. Oui. Donc les réactions de jalousie s'exacerbent énormément. Et je suis très surprise de voir des jeunes couples se refuser des comportements extra-conjugaux alors qu'ils se les accordent à titre individuel très facilement et beaucoup plus facilement qu'avant, et ils le refusent très facilement au conjoint. Et ils en ont peur parce qu'ils ont recomposé des couples très très souvent et la jalousie a souvent été un élément destructeur. Et ça c'est un problème parce qu'il n'y a pas assez de choix et d'essai de compréhension et de maturité. Voilà, et de base de couple. Oui. Parce que donc au fond la liberté sexuelle et la liberté relationnelle que l'on vit aujourd'hui est au fond un petit peu sauvage par moments. Elle n'a pas été cadrée par une véritable pédagogie, une culture du sentiment et du sexe. Et une recherche, c'est un petit peu tous azimuts. Ceci dit, il y a des choses quand même très positives parce que les jeunes vont exprimer justement leurs émotions d'une manière différente de leurs aînés et ils vont aller beaucoup plus loin. Malgré ça, on est dans une période, je pense, transitoire parce que tout le monde se cherche. On va soit vers une sexualité très débridée, mais c'est pas pour ça qu'on va trouver une réalité intéressante dans les rapports de couple, hein. Il y a un livre de Willy Pasini qui est sorti sur les nouveaux comportements sexuels et qui parle des sens, enfin le couple sensoriel. Il dit que maintenant c'est la recherche du sens et c'est vrai, enfin des sensations plus exactement. Mais cette recherche des sensations a quelque chose d'éphémère. Alors, il y a des gens qui s'y perdent et il y a quand même ceux qui, dans un autre genre, se rendent compte qu'ils ont besoin d'y mettre une profondeur et qu'ils le disent, garçons et filles. Oui. Seulement, on est dans des périodes de recherche et ça risque de se stabiliser. Enfin, moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Je me dis peut-être que ça va stabiliser. Ce qui me frappe, c'est qu'on est en opposition par rapport aux règles
de ce qu'il y avait avant, où on avait une sexualité extrêmement bridée. Donc on est parti vers une sexualité débridée, mais la notion d'émotion, de sensation, de sentiment n'est pas du tout réfléchie, ni connue, ni exprimée. Et adapté au nouveau comportement. Oui, et puis même il y a des tabous. Par exemple, la tendresse est un tabou malgré tout. Quand vous commencez à parler d'aimer, vous avez le droit de parler plus facilement maintenant de gesticulation sexuelle. Enfin, je dis ça en rigolant, mais je veux dire quand on veut parler d'échangisme, ça peut faire très branché, alors que si on se met à parler de tendresse ou d'un rapport de fond avec l'autre, ça va faire un petit peu ringard. Ouais. Et c'est très destructeur, je pense, sans aller vers quelque chose de trop bucolique et planant. Mais en fait, l'être humain a besoin de quelque chose de fond. Il recherche l'affection, il recherche la tendresse. Il a besoin que son identité soit révélée, que ce soit pour la femme et l'homme. Je rappelle que je reçois Maïté Sauvé, auteure d'un livre qui a pour titre De l'insatisfaction masculine, sorti aux éditions Jouvence. Ma déesse, feliz, on se lasse. Les strass et les stress, j'encaisse ou j'en casse. Montre-moi encore le monde à l'envers. L'envers de ton corps me donne des vertiges. Sous ta peau, tous ces lys, tu me laisses entrevoir les coulisses où tout se passe. Ma miss, ma déesse, on s'enlise, on s'enlace. Traces de détresse, j'en laisse ou j'en tasse. Montre-moi encore le monde à l'envers. L'envers de ton corps me donne des vertiges. Sous ta peau, tous ces lys, tu me laisses entrevoir les coulisses où tout se passe. Oh, yeah. Ma déesse, fini les messes basses. Les strass, le stress, c'est ma caisse à la casse. Montre-moi encore le monde à l'envers. L'envers de ton corps me donne des vertiges. Sous ta peau, tous ces lys, tu me laisses entrevoir les coulisses où tout se passe. Sous ta peau, tous ces lys, tu me laisses
Évidemment, la dernière question m'a été sauvée avant de se quitter, c'est et les femmes, comment ont-elles réagi à cette enquête que vous avez menée, interrogeant les hommes, leur donnant la parole, s'intéressant à leur bonheur, puisque vous dites les hommes sont-ils heureux, et les hommes ont répondu non, pas toujours, hein, et en fait on aurait besoin de plus de ceci et de moins de cela. Et les femmes, elles, est-ce qu'elles s'intéressent à cette enquête, est-ce qu'elles réagissent, elles qui vivent et qui aiment les hommes? Oui, elles s'intéressent beaucoup à certains aspects du livre. Oui. C'est très différent des hommes parce qu'elles s'intéressent à un chapitre ou à un autre où elles reconnaissent des hommes qu'elles ont connus et surtout celui avec qui elles vivent dans le moment. Oui. Elles sont très très intéressées pour comprendre la psychologie masculine, essayer d'en apprendre parce qu'elles ont du mal à imaginer comment les hommes fonctionnent. Elles sont naïves? Dans l'ensemble, oui, toutes, je crois, même à l'heure actuelle, parce que c'est très difficile de comprendre la psychologie de l'autre sexe, Bien de sûr. toute manière, hein, qu'on soit garçon ou fille, et même après 40 ans, 50 ans, de toute façon, on n'a jamais rien compris, enfin, on essaye. Hein. Et la différence avec les hommes, par contre, c'est qu'elles ne réagissent pas tellement sur le fond du livre, c'est-à-dire qu'elles ne s'inquiètent pas de ce que l'homme ressent en profondeur. La sensibilité masculine leur échappe énormément. Elles ont beaucoup de mal à percevoir que c'est à cause de cette sensibilité exacerbée qu'il y a très souvent des problèmes. Mais ça, je trouve que c'est assez grave, en fait, que Oui. les femmes manquent là, peut-être un peu, de sensibilité et d'empathie. Ah oui, complètement. Elles ont l'habitude d'être à l'écoute de leur propre sensibilité Oui. et elles ont du mal à se sortir de ça pour écouter l'homme. C'est-à-dire qu'elles sont trop rentrées dans des schémas traditionnels masculins, c'est-à-dire qu'elles rentrent beaucoup plus que les hommes eux-mêmes dans les idées reçues sur les hommes. Oui. Parce que les hommes, ils y rentrent, mais dans un rôle. Oui. C'est-à-dire qu'ils savent souvent qu'ils sont différents, mais ils vont jouer un rôle. Oui. Tandis que les femmes prennent pour argent comptant le rôle masculin. Alors, qu'est-ce qu'elles ont besoin de désapprendre, là, avant qu'on se quitte? Elles ont besoin de désapprendre justement cet aspect d'infaillibilité masculine. D'accord. Elles ont besoin d'accorder à l'homme son désir d'être lui-même et d'être sensible. Au fond, cette écriture, c'est une sorte de déclaration d'amour aux hommes, Maïté Sauvé. Certainement, je pense qu'il faut beaucoup d'amour pour aller derrière l'apparence. Ouais. C'est-à-dire que quand on va derrière le comportement agressif pour voir la souffrance, c'est beaucoup d'amour. J'ai un chapitre sur la violence, la pédophilie, etc. Bon, là, j'ai essayé d'aller comprendre la souffrance masculine. Au lieu de dire tout le temps d'accuser systématiquement, c'est intéressant de voir pourquoi. Et par exemple, dans ce cadre-là, la plupart des gens qui sont violents ou qui sont pédophiles, etc., ont eux-mêmes subi, par exemple, des abus sexuels ou des violences. Donc, ce sont des comportements qui se reproduisent. Donc, quand on veut arrêter quelque chose, il faut arrêter l'origine de la souffrance. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre, c'est ça. Et il faut aller au fond des choses. Donc, moi, mon attitude, c'est pas l'accusation. Justement, je suis lassée de ça. Et je trouve que la première chose, c'est vraiment de comprendre ce que les gens ressentent. Et c'est par là qu'on peut trouver des solutions. Voilà, donc un livre et pour les hommes et pour les femmes qui aiment les hommes. De l'insatisfaction masculine, les hommes sont-ils heureux? Un livre sorti chez Jouvence. Merci Maïté Sauvé. Merci Roselyne Fayard. Il me reste à vous souhaiter une très bonne fin d'après-midi. Vous écoutez Radio Suisse Romande La Première, il est 14h.